Un après-midi de novembre, la pluie tombait fine sur les tôles rouillées du vieux garage situé à la sortie du bourg. À l'intérieur, une odeur d'huile chaude et de métal flottait dans l'air. Léo, la quarantaine entamée, les mains noircies par le cambouis, réajustait un carburateur pendant que deux de ses collègues disputaient une partie de cartes près du radiateur. Tout dans cet endroit suintait la fatigue des vies cabossées. C'est alors que la porte grinça doucement. Personne n'y prêta attention d'abord, pensant que c'était encore un client paumé ou un curieux en mal de conversation. Mais quand ils levèrent enfin les yeux, ils virent une silhouette frêle, trempée jusqu'aux os, les chaussures gorgées d'eau, une mèche brune collée à la joue, immobile comme une ombre figée dans l'encadrement de la porte. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Ses mains minuscules serraient un billet de 5 €, froissé, presque déchiré, comme s'il avait survécu à 1000 tempêtes. Elle avança lentement, les bottes faisant des petits bruits mouillés sur le carrelage, puis posa le billet sur le comptoir en bois abîmé. « Ma maman ne se réveille plus », murmura-t-elle sans lever les yeux. Le silence tomba aussitôt. Les cartes glissèrent lentement sur la table, les regards s'échangèrent, interdits. Léo s'essuya les mains avec un chiffon déjà sale et s'approcha doucement, comme s'il avait peur de briser quelque chose. Il se pencha à sa hauteur, et dans ses yeux d'adulte habitué à la douleur, une inquiétude nouvelle apparut. « Comment tu t'appelles, ma puce » demanda-t-il doucement. « dit-elle, à peine audible. Son menton tremblait, mais elle restait droite. Une dignité étrange l'habitait. Elle expliqua, dans un flot décousu, que sa mère était tombée malade depuis des mois, que les médecins parlaient d'un traitement mais qu'il fallait de l'argent, beaucoup. Et que son oncle, l'unique membre de la famille encore en vie, avait promis de tout payer si elle venait vivre chez lui. Mais sa mère avait dit non. Elle avait pleuré. Et depuis, elle dormait. Trop longtemps. Elle ne se réveillait plus. Inéa avait fouillé dans le tiroir de la cuisine, pris les quelques pièces qui restaient de l'épicerie, et marché, sans vraiment savoir où aller. Puis elle avait entendu deux hommes discuter dans une ruelle, parler de ce garage où on aide les gens quand plus personne ne veut les voir. Alors elle était venue. Léo l'écoutait sans rien dire, ses poings lentement serrés sur le chiffon. Inéa leva soudain les yeux vers lui, ses pupilles sombres, fatiguées, immenses. Il m'a dit que personne m'aiderait. Que vous alliez rire de moi. Que c'était juste des histoires, mais j'ai plus personne. Il remarqua alors la marque violacée qui dépassait de la manche de son pull, comme un cri silencieux. Il détourna le regard une seconde. Derrière lui, un des mécanos se racla la gorge. Elle a dit son oncle ? Il l'a amené ici ? Léo acquiesça lentement. Il prit la pièce posée sur le comptoir, la regarda longuement. Ce n'était pas une pièce. C'était un cri à l'aide. Une promesse. Un test pour savoir si le monde pouvait encore contenir un peu de bonté. Il se redressa lentement, posa la main sur l'épaule d'Inéa. « Reste ici, petite. Je crois qu'on a des choses à éclaircir avec ton oncle. » Et déjà, dans le regard de ces hommes autrefois brisés, une étincelle nouvelle s'était rallumée point dehors, la pluie s'était intensifiée, martelant le bitume avec une régularité presque oppressante. Léo marcha lentement jusqu'au bord du trottoir, suivi par Karim et Hugo, deux des anciens du garage, silencieux mais tendus. De l'autre côté de la rue, garé en travers sous un lampadaire vacillant, une berline noire étincelait malgré les gouttes. Derrière le pare-brise embué, un homme attendait, assis avec nonchalance, une cigarette au coin des lèvres, le téléphone à la main. Il n'avait pas l'air inquiet. Il ne regardait même pas vers le garage. Juste un autre homme en costume, persuadé que tout lui appartenait. Léo traversa, mains dans les poches, les épaules légèrement relevées par l'humidité. Il toqua à la vitre. L'homme tourna la tête, l'air agacé. Il ouvrit lentement la portière et sortit sans se presser, en réajustant son manteau, comme s'il descendait d'un bureau de direction, pas d'une voiture laissée en vrac devant un vieux garage. « Elle est entrée, j'imagine, » dit-il, un sourire désagréable aux lèvres. « Et elle a joué son rôle ?» Léo le fixa sans un mot. L'homme tendit la main. Rachid Belkacem. L'oncle. Enfin, l'unique famille encore en état de signer quoi que ce soit. Karim s'approcha d'un pas. Elle a parlé. Elle a dit des choses. Rachid haussa les épaules. Une enfant perdue, livrée à elle-même, sa mère délire à cause de la fièvre, et moi je suis celui qui essaie de maintenir un semblant de structure dans tout ça. Mais bien sûr, c'est toujours moi le méchant. Il avait une façon de parler froide, détachée, comme s'il jouait un rôle bien appris. La petite exagère. C'est une gamine sensible, elle a vu trop de séries. Léo s'approcha d'un pas, le regard planté dans le sien. Elle a des bleus. Elle est venue seule, trempée, avec un billet. Elle dit que tu refuses d'aider sa mère sauf si elle vient vivre chez toi. Rachid sourit, mais son regard se durcit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne verserai les fonds que si elle est sous ma garde. C'est normal. Il y a des procédures. On ne peut pas jeter de l'argent comme ça sans garantie. Et qui êtes-vous, vous, au juste ? Des mécanos ? Des marginaux ? Vous croyez que la justice va vous écouter ? Hugo avança, le visage fermé. Non, mais toi tu devrais nous écouter. Parce que ce que tu fais, c'est pas juste de l'indifférence. C'est de la pression. De la manipulation. Rachid ricana. Vous avez vu dans quel état elle est ? Vous croyez qu'elle va s'en sortir, votre Leïla ? Vous vous donnez bonne conscience, mais moi je suis pragmatique. Une fois qu'elle sera morte, la gamine n'aura que moi. Autant qu'elle s'y habitue. Un frisson de colère traversa Léo.
Les mots de Rachid sonnaient comme un verdict, un piège déjà refermé. Elle ne retournera pas avec toi, murmura-t-il. Tu peux appeler qui tu veux. Tu peux ramener des papiers. Mais elle ne remettra pas les pieds dans ta voiture. Rachid s'approcha, le visage soudain plus dur, plus menaçant. Vous vous prenez pour qui? Vous pensez que vous pouvez me barrer la route? J'ai des contacts. J'ai un avocat. J'ai tout ce qu'il faut. Karim se pencha légèrement vers lui. Et nous, on a des yeux. On a vu la peur dans les siens. On a vu ce qu'elle cache sous ses manches. Et crois-moi, si tu ne prends pas ta voiture maintenant, tu risques de découvrir ce que c'est qu'un garage qui protège les siens. Rachid resta figé un instant, puis recula lentement. Il tapota son téléphone. Très bien. Vous voulez jouer à ça? On verra ce qu'en pense la justice. Mais vous n'avez aucune chance. Il monta dans sa voiture et démarra sans un regard. Léo recula d'un pas, la mâchoire serrée. Il reviendra, murmura Hugo. Oui, répondit Léo. Mais la prochaine fois, on sera prêt. La pluie continuait de tomber, froide et silencieuse, comme une promesse. Le garage avait changé d'atmosphère. L'odeur d'huile persistait, mais une tension silencieuse flottait désormais dans l'air, comme une corde tirée prête à céder. Ineya, emmitouflée dans une vieille veste trop grande pour elle, buvait un chocolat chaud que Yasmina lui avait préparé. Assise sur une caisse, les jambes balançant doucement, elle gardait les yeux fixés sur la porte, comme si elle s'attendait à voir surgir Rachid d'un instant à l'autre. Yasmina, tatouée, le regard dur mais les gestes doux, restait près d'elle sans parler, juste là, une présence rassurante. Dans le bureau au fond du garage, Léo avait réuni l'équipe. Karim, Hugo, Malik, même Alain, le plus taciturne, étaient là. Tous anciens cabossés par la vie, certains sortis de prison, d'autres du silence de familles brisées. Ils n'avaient jamais été des saints, mais ils avaient bâti entre ces murs un repère, un endroit sans jugement, un îlot pour ceux que la société avait laissés de côté. Et maintenant, une petite fille leur avait demandé de faire plus. Léo exposa ce qu'il savait. Leïla, la mère d'Ineya, était hospitalisée à la clinique de Vérac. Cancer du foie, phase critique. Un traitement expérimental, coûteux, refusé par l'assurance. Le personnel médical attendait un accord, un virement, une décision. Mais sans famille reconnue ou caution juridique, tout était bloqué. Rachid avait bien compris la faille. S'il devenait le tuteur, il contrôlerait tout. On ne peut pas le laisser gagner, dit Karim, les bras croisés. Pas cette fois. Il a les papiers, les moyens, murmura Alain. Et nous? On a quoi? On a elle, répondit Léo en désignant la porte derrière laquelle Ineya dormait. Et on a nous? Malik, qui n'avait jamais élevé la voix, se racla la gorge. J'ai un cousin avocat. Pas un grand, pas cher, mais du genre à pas reculer. Il peut peut-être nous aider. Yasmina entra à ce moment-là. Et moi je peux l'héberger. J'ai encore mon agrément de famille d'accueil. J'ai arrêté après, enfin, bref. Mais il est toujours valide. Un silence surpris suivit ces mots. Elle haussa les épaules. Elle a besoin d'un toit. Et d'un dossier solide. On peut le lui offrir. Léo acquiesça lentement. Très bien. On va faire ce qu'on sait faire. Rassembler les morceaux. Boulon par boulon. Il alluma son vieux téléphone, prit une photo de la pièce de 5 € qu'il avait mise de côté. Et on va aussi lever les fonds. À notre manière. 1 heure plus tard, Karim bricolait une page de collecte en ligne, Hugo contactait des anciens camarades motards, et Alain imprimait des tracts à distribuer dans les garages du coin. Chacun faisait sa part, maladroitement mais avec le cœur. À l'étage, Ineya s'était endormie, un petit nounours dans les bras. Yasmina la couvrit avec une couverture militaire et resta un moment à l'observer. Un murmure lui échappa, presque une prière. On va te la rendre, ta maman. Promis. En bas, Léo ferma la porte du bureau et regarda ses gars un à un. On n'a pas d'uniforme. Pas de badge. Mais on a notre code. Et cette gamine est sous notre toit. À partir de maintenant, elle fait partie des nôtres. Personne ne dit un mot. Mais chacun hocha la tête. Parce que dans ce vieux garage au fond d'une ruelle, une guerre venait de commencer. Et il n'avait jamais été aussi prêt à se battre. Le matin suivant, le garage ne ressemblait plus à un atelier, mais à un centre de commandement improvisé. Des câbles traînaient au sol, les téléphones sonnaient sans arrêt, et les voix se mêlaient au cliquetis de clavier et au bourdonnement du vieux radiateur. Karim passait d'un écran à l'autre, consultant les notifications de la cagnotte en ligne, déjà plus de 3 000 € en quelques heures. Léo répondait à un journaliste local intrigué par l'histoire d'une fillette et d'un vieux garage solidaire. Hugo appelait d'anciens frères de route, des motards au cœur grand et au passé lourd, qui promettaient de participer. Les dons affluaient. Des petits montants, 5, 10, 20 €. Des messages d'encouragement. Des anonymes qui disaient « pour Ineya » ou « pour une maman qu'on n'abandonne pas ». Yasmina, elle, avait transformé une pièce vide du garage en chambre d'appoint. Un lit de camp, une veilleuse en forme de lune, quelques dessins colorés accrochés au mur. Ineya, encore sous le choc de tout ce tumulte, regardait sans comprendre ce dévouement autour d'elle. Elle n'avait jamais vu autant d'adultes s'agiter pour quelqu'un sans rien demander en retour. Elle suivait Yasmina partout, en silence, les yeux grands ouverts, absorbant chaque geste, chaque sourire discret. Un moment, alors que Yasmina nettoyait un coin de table, Ineya s'approcha et posa sa petite main sur la sienne. « Est-ce que ma maman va vraiment guérir ?»
La voix était presque un souffle. Yasmina s'agenouilla pour être à sa hauteur. On fait tout pour, ma chérie. Et tu sais quoi? Elle se bat pour toi, comme on se bat pour elle. La petite hocha la tête, sans sourire. Mais ses yeux brillaient d'un éclat timide, comme une braise qui refuse de s'éteindre. L'après-midi, un vieil ami de Léo, le docteur Méziane, appela. Il connaissait un oncologue prêt à tenter un protocole expérimental avec une forte réduction de coûts, à condition d'un engagement rapide. Il fallait au moins 30 000 € d'avance. Léo, sans hésiter, lança une campagne éclair sur les réseaux. La vidéo d'Ineya, filmée par Karim dans un coin du garage, devint virale. On y voyait la fillette, tenant sa pièce de 5 € entre les doigts, racontant que c'était tout ce qu'elle avait, mais que ça devait suffire pour que sa maman revienne à la maison. Les partages explosèrent. Une influenceuse solidaire relaya l'histoire. En une nuit, la cagnotte franchit les 20 000 €. Pendant ce temps, Rachid, furieux d'avoir été mis à l'écart, tenta une nouvelle approche. Il revint avec un avocat, un homme sec, au regard perçant, exigeant de voir la petite, brandissant des documents censés prouver qu'il était l'unique tuteur légitime. Mais Malik les reçut calmement, documents en main, et les invita à discuter, dans le bureau. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque mot, chaque menace à peine voilée, chaque aveu de « contrôle nécessaire sur l'enfant » était discrètement enregistré. Malik connaissait les codes. L'avocat comprit trop tard qu'il n'avait pas affaire à des amateurs. Léo le reconduisit à la porte, calmement. « Vous avez cru qu'on était seuls. Mais regardez autour de vous. Regardez l'écran. Le monde a choisi son camp. Et ce n'est pas le vôtre. » Ce soir-là, alors qu'un orage grondait au loin, Ineya s'endormit dans les bras de Yasmina. Au-dessus du lit, on avait accroché une petite pancarte écrite à la main « Ici, tu es chez toi ». Et dans la pièce voisine, des hommes qui avaient connu la violence, l'oubli et la honte mettaient tout en œuvre pour qu'une seule chose subsiste. L'espoir. Les jours suivants furent une succession de battements suspendus entre peur et espoir. Le garage continuait de tourner, mais au ralenti. Chaque appel, chaque notification de la cagnotte, chaque message d'un médecin ou d'un soutien extérieur faisait vibrer l'air d'une tension contenue. Léo ne disait pas grand-chose, mais ses traits se creusaient un peu plus chaque nuit. Puis, un matin, le téléphone sonna. Le docteur Méziane annonçait que Leïla s'était enfin réveillée. Faible, confuse, mais consciente. Le protocole expérimental pouvait commencer dès le lendemain. Il fallait encore organiser les transferts, signer les autorisations, et surtout informer la mère de ce qui s'était passé. C'est Léo lui-même qui l'accompagna, avec Ineya, à l'hôpital. Le trajet fut silencieux. Ineya serrait un petit sac en tissu contre elle, les doigts crispés autour des bretelles. À l'intérieur, un dessin, un mot, et la fameuse pièce de 5 € qu'elle n'avait jamais voulu lâcher. Arrivée devant la chambre, elle hésita. La peur d'être déçue, que sa mère soit trop changée, trop fatiguée, ou qu'elle ne la reconnaisse pas, la paralysait. Léo posa une main sur son épaule. « Vas-y. Elle t'attend. » Ineya entra à pas lents. Leïla était allongée, le visage pâle, les joues creusées, des perfusions courant le long de son bras. Mais dès qu'elle aperçut sa fille, un frémissement traversa son visage. Ses lèvres remuèrent faiblement. « Ma puce ?» Ineya courut à elle, s'agrippa à ses draps, puis à sa main. « Maman, je t'ai ramené. » Leïla tenta de sourire malgré la douleur. Elle caressa doucement les cheveux de sa fille. « Comment t'as fait ?» murmura-t-elle. La petite se redressa, ouvrit son sac et sortit la pièce. « Avec ça, et eux ?» Elle pointa vers la porte où Léo observait la scène, figé, les bras croisés sur la poitrine, comme s'il contenait quelque chose de trop grand. Leïla détourna les yeux vers lui, les larmes aux cils. Elle murmura un merci presque inaudible. Léo hocha simplement la tête. « On fait que réparer les choses, madame. Parfois, c'est pas que des moteurs. » Le traitement démarra le lendemain. La clinique, soutenue par les dons et la pression médiatique, mit en place une équipe spécialisée. Chaque semaine, des examens. Chaque jour, des hauts et des bas. Le corps de Leïla luttait, mais tenait bon. Ineya, de son côté, ne voulait plus quitter Yasmina. Elle la suivait dans chaque recoin du garage, apprenait à différencier les clés plates, à reconnaître une fuite d'huile. Elle dormait dans sa nouvelle chambre, décorée peu à peu par des dessins, des photos, et une petite lampe qu'elle appelait sa lune de veille. Rachid, lui, avait disparu de la circulation depuis son humiliation. Les documents rassemblés par Malik avaient été transmis à une association d'aide aux victimes. D'anciennes plaintes avaient refait surface. Un enquêteur avait été saisi. Quant à la justice familiale, elle avait temporairement confié la garde d'Ineya à Yasmina, le temps que la mère se stabilise. Tout n'était pas réglé. Mais tout bougeait enfin dans la bonne direction. Un soir, Ineya demanda à Yasmina si elle pouvait accrocher son dessin dans le bureau. Un cœur rouge au centre, et en dessous, 4 lettres maladroitement tracées. « FM, tu voulais écrire famille ?» demanda Yasmina en souriant. « Non. Fame, comme dans les jeux. C'est quand les gens te respectent. Et vous méritez tout le respect du monde. » Yasmina essuya discrètement ses yeux. Puis elle répondit, « Et toi, petite, t'es notre victoire. » Dans ce vieux garage au fond d'une ruelle, entre l'odeur de métal et le bruit des clés à cliquet, c'était bien plus qu'une réparation qui avait lieu. C'était une renaissance. 3 mois plus tard, un vent plus doux soufflait sur le garage, et le ciel n'était plus aussi lourd qu'avant.
Leïla, amaigrie mais debout, franchit le seuil de l'atelier, appuyée sur une canne légère, le regard brillant d'émotion. Elle portait un foulard noué autour de la tête, son visage marqué mais vivant. Ineya courut vers elle, se jeta dans ses bras, et toutes les conversations s'interrompirent. Les hommes, les bras croisés, les visages endurcis par les années, détournèrent un instant les yeux, le silence s'installant comme une révérence. Leïla caressa les cheveux de sa fille, puis leva les yeux vers Léo, Yasmina, Malik, Hugo, Karim. Elle essaya de parler, mais sa voix se brisa. « Je ne sais pas, comment vous remercier ?» Léo s'avança, les mains dans les poches, un sourire fatigué aux lèvres. « Vous n'avez pas à le faire. C'est votre courage qui nous a tous mis en mouvement. Le reste, c'est que du travail d'équipe. » Dans le garage, un mur avait changé. Juste au-dessus du vieux tableau en liège, une pièce de 5 € était encadrée sous verre, entourée d'une simple plaque. « C'est ici que tout a commencé. » Chaque personne qui franchissait la porte demandait ce que cela signifiait. Alors Yasmina ou Hugo racontaient l'histoire de la petite Ineya, de sa maman, de cette nuit de pluie, et du courage qui avait tout bousculé. Le garage avait pris un autre nom, Maison Libre. Plus qu'un atelier, c'était devenu un refuge. Un endroit pour réparer les vies autant que les moteurs. Les femmes venaient avec leurs enfants. Les anciens de la rue trouvaient un travail, un repas chaud, une voix qui les écoutait. Ineya, elle, avait désormais sa place. Elle aidait Yasmina à préparer les goûters, organisait les outils, donnait même des petits cours de vélo aux enfants de passage. Elle avait grandi d'un coup, mais gardait encore cette étincelle d'enfant qui savait, au fond, que la bonté pouvait surgir des endroits les plus inattendus. Un après-midi, une jeune femme entra dans le garage. Le visage marqué par la peur, un enfant accroché à sa jambe. Elle resta figée en voyant tous ses regards se tourner vers elle. Elle bredouilla, « J'ai entendu parler d'une fille qui avait eu de l'aide ici. Je sais pas où aller. » Ineya s'approcha, douce et calme, tendit la main. « Moi aussi, j'avais 5 €. Et ils m'ont aidé. Viens. Ici, personne ne te laissera tomber. » La femme éclata en sanglots. Yasmina s'approcha à son tour, l'entoura de ses bras. Et comme à chaque fois depuis ce jour-là, tout le monde se mit en mouvement. Ce n'était pas écrit sur la porte, mais chacun ici connaissait la règle, on protège ceux qui n'ont plus personne. On répare les morceaux qu'on croyait perdus. Et on croit, toujours, qu'un simple geste peut changer une vie entière. Alors si cette histoire t'a touché, si tu crois toi aussi qu'il existe encore des endroits où la solidarité a un nom, aime cette vidéo, partage-la, et abonne-toi pour découvrir d'autres histoires vraies qui redonnent foi en l'humanité.